notre invité politique ce matin, c'est Patrick Kanner. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Sénateur du Nord, président du groupe socialiste au Sénat. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Patrick Kanner, bonjour. Bonjour. On commence en parlant de l'Ukraine et de la Russie, notamment de cette élection de dimanche soir, cette réélection de Vladimir Poutine. Toujours pas de réaction d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a raison de ne pas reconnaître cette élection ? Écoutez, cette élection s'est déroulée dans un climat, permettez-moi de le dire, sans surprise. Je pense que M. Poutine progresse de 10% à chaque élection. Peut-être qu'il finira à 110, 120% dans 20 ans, puisqu'il compte aller jusqu'au bout de sa vie en étant président ou Premier ministre de la Russie en fonction de ses responsabilités. Oui, je pense que le président de la République a raison d'être dans une forme de mutisme par rapport à une élection qui est un non-événement politique. Est-ce qu'il faut aller plus loin vis-à-vis de cette élection ? Est-ce qu'il faut, par exemple, aller jusqu'à fermer notre ambassade en Russie ? Non. Vous savez, quand on rappelle un ambassadeur ou quand on ferme une ambassade, c'est que nous n'avons plus aucun lien diplomatique avec le pays concerné. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, nous dénonçons la guerre de la Russie en Ukraine, mais nous devons garder des liens diplomatiques. C'est le dernier lien où les messages peuvent être passés. Donc, gardons raison sur ce dossier, mais avec une fermeté qui a été exprimée par le président de la République. Je partage nombre de points en la matière. Après, il faut que les engagements de la France vis-à-vis de l'Ukraine soient bien respectés. Quel point vous partagez ? Est-ce que vous partagez le fait qu'il n'exclut pas de dire qu'il pourrait y avoir des opérations terrestres en Ukraine ? Je partage l'idée que tout doit être fait, mis en œuvre pour que l'Ukraine puisse, par elle-même, retrouver sa souveraineté territoriale. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Par elle-même, ça veut dire pas envoyer de troupes. Exactement, mais par elle-même, ça veut dire aussi être à la hauteur des enjeux internationaux pour préserver la paix dans le monde et notamment dans cette région du monde. Et ça veut dire que la France, aujourd'hui, doit aller beaucoup plus loin. Et c'est le sens de la résolution que nous avons votée il y a une semaine au Sénat. On passe à l'actu nationale, Stéphane, avec vous. L'actu du jour. Oui, le Parti socialiste appelle à manifester ce jour pour défendre les services publics et des salaires dignes dans la fonction publique. Alors le gouvernement, de son côté, rappelle qu'il y a eu une augmentation du point d'indice d'1,5% en juillet l'année dernière, 3,5% l'année d'avant, et calcule, ou affirme que sur les 10 dernières années, le point d'indice, la rémunération des fonctionnaires, a progressé de 3,5% sur 10 ans, alors que l'inflation ne progressait que de 2%. Est-ce que qui a raison dans cette histoire ? C'est faux. C'est faux. Le chiffre n'est pas contesté par les syndicats. L'inflation a augmenté de 10% en moyenne, grosso modo, entre 2021 et 2024. Sur les 3 dernières années. Sur les 3 dernières années. Vous avez rappelé à juste titre qu'en 2022, il y a une augmentation du point de 3,5%. Mais après 5 ans, sans augmentation. Je suis bien placé pour le savoir. C'est le gouvernement auquel j'appartenais qui a donné cette dernière augmentation en 2017. 5 ans de blocage du point d'indice. On augmente de 3,5%. Tout petit rattrapage et 1,5 en 2023. Rien, a priori, annoncé. 0 en 2024. En 2024. Donc les fonctionnaires, les 5 700 000 fonctionnaires, et je salue les 8 organisations syndicales qui ont décidé d'appeler à la grève, ces fonctionnaires ont perdu du pouvoir d'achat. Alors certains, par catégorie, ont pu avoir des augmentations ciblées, mais globalement, les fonctionnaires ont perdu du pouvoir d'achat. Donc ils manifestent. Quoi de plus normal pour préserver cela ? Vous savez, les fonctionnaires ne sont pas dingues. Ils voient bien qu'il y a de la richesse dans le pays. Ils voient bien qu'on va distribuer cette année 68 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires du CAC 40. Tant mieux pour eux. Mais le service public, ça a une valeur. C'est souvent ce que disait Martine Aubry, maire de Lille, dit mais le service public, c'est le dernier bien de ceux qui n'ont rien. Alors la richesse est du côté du capital et dans le privé. Par contre, en même temps, on a un ministre de l'économie qui ne cesse d'alerter sur le fait que les caisses de l'État sont vides de chez vides. Est-ce qu'on peut vraiment augmenter le point d'indice et continuer à creuser le déficit ? Tout d'abord, il faut noter qu'une augmentation éventuelle du point d'indice n'est pas que l'État qui paye. C'est aussi les collectivités territoriales. Est-ce qu'elles en ont les moyens ? Aujourd'hui, j'ai bien noté que les collectivités territoriales, et nous sommes ici sur la chaîne Public Sénat, donc le Sénat, Chambre des collectivités territoriales, j'ai bien noté que le gouvernement avait demandé à la Cour des comptes ce qu'on appelle une revue de dépenses sur les collectivités territoriales. Mais ça, c'est très mauvais signe.
ça veut dire qu'on va, à mon avis, serrer les vis des collectivités territoriales. Moi, je m'en inquiète beaucoup, parce qu'aujourd'hui, ces collectivités font tourner le pays, on le sait bien, dans le service public de proximité. Donc, il n'y a plus d'argent dans les caisses, je vous le concède. La question, c'est pourquoi ? C'est pourquoi le gouvernement a eu une politique fiscale très claire, avec un dogme, moins d'impôts, pour ne pas dire plus d'impôts. Moins d'impôts, plus d'impôts. Moins d'impôts, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on se prive de recettes. Sur les 6 années qui ne s'écoulaient, 7 années bientôt de quinquennat de M. Macron, on aura perdu près de 270 milliards de recettes dans ce pays. Je vais vous donner un exemple très concret. L'ISF, 3,5 milliards de recettes par an perdues. La flat tax sur la limitation de l'imposition sur les dividendes, c'est 1,5 milliard. Donc déjà 5 milliards d'euros tous les ans. La fin de la taxe d'habitation compensée par l'État, donc c'est une dépense de l'État qui aujourd'hui ne rentre plus par définition dans les caisses, c'est 20 à 25 milliards d'euros par an. Voilà, je pourrais multiplier les exemples. Pour vous dire qu'il y a eu pouvoir d'achat pour les gens, Patrick Kanner, de ne plus avoir de taxes d'habitation, de ne plus avoir de redevances télé. Oui, il faut les rétablir ? Mais non, on ne rétablira plus jamais ces impôts. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement a fait des choix. Il a fait des choix, qui montrent et qui démontre aujourd'hui une forme de décalage entre le besoin de services publics dans l'école, dans l'hôpital et bien ailleurs, et la capacité pour l'État de pouvoir suivre. Et donc ce sont des choix mortifères qui ont été dénoncés d'ailleurs par la Cour des comptes, qui dit mais on supprime 10 milliards d'euros d'un coup de plume, vous le savez, il y a maintenant une dizaine de jours, par un décret, sans passer d'ailleurs par la voie parlementaire, et la Cour des comptes nous dit mais ces économies ne sont ni étayées ni argumentées. Donc c'est zéro pointé pour le gouvernement. La Cour des comptes a dit qu'il va falloir 50 milliards d'économies d'ici 2027. Oui, alors, ces économies la Cour des comptes travaille sur les recettes existantes. Et moi j'ai envie de dire à tous ceux qui réfléchissent un petit peu sur l'avenir de la France en matière budgétaire, j'ai envie de leur dire, réfléchissez aussi sur peut-être des nouvelles recettes. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'on ne s'interroge que sur la répartition de l'effort sur tous. Monsieur Alaminck, qui n'est pas réputé pour être un grand progressiste, Monsieur Alaminck a dit il y a quelques jours, il faut augmenter les impôts. Ce petit problème, c'est qu'il dit, oui, mais le seul impôt qui a une vraie base, c'est la TVA. L'impôt le plus injuste, puisqu'il est payé par chacun, quelle que soit sa fortune, au même niveau. Donc, nous, on n'est pas, bien sûr, sur cette hypothèse-là. Mais il reconnaît quand même qu'on a besoin de recettes fiscales. Mais il faut les augmenter, les impôts, ou pas ? Alors, pas la TVA, on a compris, mais est-ce qu'il faut augmenter les impôts ? Moi, je crois qu'il faut au moins, y compris même symboliquement, retrouver des formes d'impôts qui ont été supprimées. Je vous ai évoqué l'ISF. On pourrait supprimer la flat tax sur les dividendes. Mais ça, c'est des impôts pour les plus privilégiés. Mais je pense que pour les plus privilégiés, contribuer peut-être à hauteur de 10 ou 15 ou 20 milliards d'euros de recettes, c'est autant d'efforts qui ne sont pas faits. Donc pour vous, il faut cibler sur les privilégiés. C'est pas ce que dit Michel Sapin, par exemple, qui était ministre dans le même gouvernement que vous. Lui, il dit, c'est une illusion de dire qu'il faut taxer que les plus riches, il faut que tout le monde participe à l'effort. Écoutez, les plus riches, qui ont été les plus privilégiés depuis 7 ans aujourd'hui par le gouvernement, les gouvernements successifs de M. Macron, doivent recontribuer à l'effort national. Même ponctuellement, nous vivons une période budgétaire extrêmement difficile. Moi, je souhaite qu'il y ait cet effort demandé aux plus aisés de nos concitoyens, aux entreprises. Et très honnêtement, quelqu'un qui paierait non plus 30% d'impôt sur ses dividendes, mais 35 ou 40%, à mon avis, ne verra pas son pouvoir d'achat très lourdement amputé. Donc un peu de justice. Parce que sinon, c'est une crise sociale majeure qui se prépare. Vous savez, les Gilets jaunes, c'est venu comment ? Voilà. Donc c'est venu brutalement. Et moi, je l'ai dit à monsieur Premier ministre, monsieur Gabriel Attal, je lui ai dit lors d'une question d'actualité la semaine dernière, attention à une crise sociale majeure. En tout cas, et sur un plan plus formel, j'ai sollicité un débat parlementaire, ce qu'on appelle chez nous le 50-1 de la Constitution, pour que nous puissions avoir une vision claire sur la situation des finances dans ce pays. Vous demandez un débat avec un vote ? Avec un vote si possible, mais ça c'est le gouvernement qui a la main. Mais au moins un débat, on ne peut pas attendre le mois de juillet pour un éventuel
un éventuel projet de loi de finances rectificative. Le budget de la France, qui a été voté il y a 3 mois maintenant, est aujourd'hui caduc. Stéphane, on va parler d'un autre débat qui aura lieu cette semaine au Sénat, un débat sur le CETA. Oui, ça c'est jeudi. En fait, il y a une niche des communistes qui appelle à revoir cet accord de libre-échange avec les Canadiens, qui est en vigueur depuis plusieurs années. Est-ce que le débat de jeudi pourrait remettre en cause cet accord ? Alors, là, on rentre dans un aspect assez technique. Je m'en excuse pour nos auditeurs. Vous parlez de niche, moi je préfère parler d'espace réservé aux groupes parlementaires. Enfin, c'est le terme parlementaire. Dans l'espace réservé de nos collègues communistes, effectivement, ils ont inscrit la question de la ratification de ce traité économique d'échange avec le Canada, un partenaire privilégié. Ce qui est plutôt inhabituel comme procédure, d'inscrire un tel projet de loi dans l'espace réservé. Je n'ai jamais connu un projet de loi voté dans une chambre et qui est intégré dans un espace réservé d'un parti politique, d'un groupe politique dans l'autre chambre. Ils ont bien fait ? Alors déjà, je salue la démarche qui lève quand même un vrai problème. Ce projet de loi a été adopté en 2019 par l'Assemblée nationale. Et il a été soigneusement enterré par le gouvernement en disant, bon, en principe, on doit le faire ratifier par le Sénat, mais on n'est pas sûr du vote. Donc on fait comme si de rien n'était et on attend. On attend. Donc la procédure est totalement inacceptable sur le plan parlementaire. Le gouvernement est le premier responsable de la situation. En ayant procrastiné comme il l'a fait pendant 5 ans, il crée les conditions d'un problème politique. Donc faute au gouvernement en la matière. Le Parti communiste, le groupe communiste décide de l'intégrer dans sa niche pour clarifier les choses. C'est un traité qui est contesté. Alors, il est moins problématique, pour ne pas dire moins mauvais, que le fameux traité du Mercosur, qui lui est condamné par le gouvernement, et donc on n'en parlera plus, ça c'est clair. Ce traité a des aspects positifs pour une partie de la filière agricole française. Les producteurs de vin, les producteurs de fromage sont plutôt bénéficiaires. Les producteurs de viande ont été très inquiets à un moment donné en disant mais on va voir à débarquer toute la viande bovine. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Il y a que du bison. Il y a que du bison qui est importé. Il n'y a pas de bœuf aux hormones. Et la fameuse clause miroir fait que la production basique, je dirais, de nos amis canadiens de viande ne peut pas être vendue en France parce qu'elle comporte des hormones, etc. Mais globalement, vous êtes d'accord pour dire que c'est un accord qui est plutôt très favorable aux Français et aux agriculteurs français. Est-ce que le remettre en cause, c'est pas jouer avec le feu ? Pour le monde agricole, vous avez raison. Par contre, c'est un accord qui pose des gros problèmes sur la production carbone. Il faut le dire. Je crois que c'est un accord qui aujourd'hui est inadapté par rapport à l'évolution climatologique en particulier et l'évolution écologique. L'idéal eût été qu'on le réécrive complètement. C'est-à-dire, voilà, il a été écrit il y a 10 ans, la vie a changé, les besoins ont changé, les contraintes ont changé. Aujourd'hui, nos amis canadiens nous disent, parce que j'ai rencontré l'ambassadeur du Canada en France, M. Dion, qui m'a dit, oui, mais vous savez, si vous ne venez pas avec nous, notamment pour les terres rares, vous savez, c'est le lithium et autres, dont on a besoin aujourd'hui dans la production française, notamment pour les batteries électriques, M. Dion dit, mais si vous n'êtes pas avec nous, vous serez dans la main des Chinois. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Mais il y a des aspects dans cet accord qui posent problème. Nous aurons le débat jeudi matin à 10h30 en séance. Mais qu'est-ce que vous voterez du coup ? C'est un problème qui va être tranché ce matin même dans le groupe. Je sais qu'il y a des sénateurs socialistes qui sont intéressés par le contenu de l'accord en disant bon, il faut le faire progresser. D'autres sont résolument contre. Donc nous aurons là un débat démocratique au sein du groupe. Vous quel est votre avis ? Je vais d'abord écouter. Vous voyez, je suis très prudent. Je vais d'abord écouter, mais a priori, au moment où je vous parle, je suis plutôt pour ne pas voter l'accord du CETA, même si je n'ai pas manqué de revoir qu'il y a une procédure qui a été engagée par le groupe centriste pour jeudi. C'est un peu compliqué, je m'en excuse encore une fois. Pour renvoyer le texte en commission. Et donc là, celui qui a la main, c'est le groupe LR. Puisque dans le groupe LR, il y a certains qui sont favorables, donc la majorité sénatoriale, sont favorables au CETA, et a priori une majorité qui est défavorable au CETA. Donc, et vous souhaitez qu'il soit renvoyé en commission, ce texte ?
Non, je pense qu'il faut vraiment le reprendre de A jusqu'à Z. Et retravailler globalement les accords avec le Canada. Je m'en veux d'insister, mais vous êtes sûr qu'alors qu'on sort à peine d'une crise agricole majeure et qu'on n'en est pas tout à fait sorti, ce soit vraiment une bonne idée de remettre en cause un accord qui, encore une fois, est très favorable aux agriculteurs français? Je ne suis pas dupe. Nos amis communistes l'ont inscrit dans leur niche parce qu'il y a les élections européennes, parce qu'il y a la crise agricole, et que dès qu'on parle d'accord international aujourd'hui, ça crée une crise de boutons sur le monde agricole qui, aujourd'hui, veut retrouver une totale souveraineté, autonomie en France. Stéphane, une question sur les retraites. Oui, alors on savait que le Parti socialiste avait l'intention il l'avait dit l'année dernière, avait l'intention de reposer une demande de référendum d'initiative partagée. Il ne peut le faire qu'un an après la promulgation de la loi, pas avant. Cette loi elle a été promulguée le 14 avril 2023, on approche de l'échéance. Et moi, mon petit doigt me dit que c'est les sénateurs socialistes qui seraient à la manœuvre autour de ce texte. Est-ce que c'est vous qui allez déposer une nouvelle demande de RIP? Alors, le débat est en cours actuellement. Il n'est pas certain que ce qui avait été imaginé il y a un an, et par votre serviteur en particulier, puisse être mis en œuvre au regard du fameux article 40 de la Constitution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer de charges qui ne soient pas compensées. Donc nous travaillons actuellement avec des juristes pour savoir si la démarche de relancer un référendum d'initiative partagée est jouable. Je n'ai pas envie, je vous le dis très simplement, d'avoir un nouveau rejet. Nous avons été rejetés 2 fois à l'époque par le Conseil constitutionnel. Donc on travaille sur cela, mais... Et c'est vous qui pilotez? C'est moi qui pilote, effectivement, je vous le confirme. Mais je vous confirme aussi, et là c'est clair, que nous déposerons, certains diront pour la forme, pour le symbole, mais nous, je le dis pour le débat politique de fond, nous déposons dans notre espace réservé, notre niche du 10 avril, une proposition de loi visant à abroger la loi qui a été promulguée le 14 avril dernier. Je sais bien que nous avons quand même peu de chance de voir cette proposition de loi adoptée par le Sénat, considérant la majorité politique du Sénat, mais au moins nous aurons un débat. Est-ce que cette loi a été utile? Est-ce qu'elle est mise en œuvre réellement? Est-ce qu'elle correspond aux souhaits des Français? Donc le débat aura lieu grâce à l'espace réservé sur la base de cette proposition de loi qui sera défendue. Et sur le référendum, Monique Lubin. Sur le référendum d'initiative partagée, si vous arrivez à passer cette fois-ci la barre du Conseil constitutionnel avec la rédaction du texte, est-ce que vous pensez que vous pourrez recueillir les fameux 4,7 millions et des pouillèmes de signatures pour aller au bout de la démarche? C'est beaucoup, 4,7 millions. Ça n'a jamais été fait, en fait. Ça n'a jamais été fait, c'est beaucoup. Mais si un sondage à nouveau était fait auprès des Français, vous verriez qu'il serait très largement majoritaire pour dénoncer cette loi. Et donc ça vous paraît possible? Ça me paraît possible, mais déjà, travaillons sur l'obstacle, entre guillemets, bien sûr, que représente le Conseil constitutionnel et la jurisprudence qui est la sienne. Sur un autre sujet, Judith Godrèche, qui a été auditionnée au Sénat il y a un petit peu moins d'1 mois, a demandé une commission d'enquête sur les violences sexuelles dans le cinéma. Est-ce que vous allez porter sa demande? Non seulement on va la porter, mais on l'a fait. Je veux dire que j'ai écrit au président du Sénat, M. Gérard Larcher, pour lui demander, effectivement, à l'initiative du Sénat, puisqu'il n'y a plus de droit de tirage, comme on dit dans notre jargon pour les groupes parlementaires. Vous ne pouvez plus demander de création de commission d'enquête, pour que ce soit clair. Nous avons demandé notre commission d'enquête sur les questions des influences étrangères dans la vie politique française, en particulier. Donc nous avons porté cette demande de Mme Godrèche, qui d'ailleurs l'a réitérée à l'Assemblée nationale lors d'une audition récente, et j'espère effectivement que à la conférence des présidents qui aura lieu mercredi, donc demain soir, M. Larcher pourra m'apporter. Il vous a pas encore répondu? Il ne m'a pas encore répondu. La demande est récente, elle date de la fin de semaine dernière. Je crois qu'elle est légitime. Ce qui se passe dans le monde du cinéma et dans le monde des arts vivants, du spectacle vivant, montre bien qu'il y a manifestement un besoin de plus que de clarification, un besoin de mise à plat de la situation et permettre à de jeunes artistes, notamment des artistes enfants, de pouvoir compter sur le Parlement pour dénoncer une situation inacceptable dans ce milieu. On va parler des européennes. Raphaël Glucksmann, votre candidat, le candidat PS Place Publique, a annoncé qu'il ne participerait pas au débat des européennes sur CNews, comme Marie Toussaint, la candidate des écologistes. Vous partagez cette décision?
Tout à titre personnel, moi, je ne vais sur aucune... je ne vais pas sur la chaîne CNews. Je ne participe pas au plateau de CNews. D'ailleurs, qui ne m'invite plus, donc le problème est réglé, bien évidemment. Voilà, c'est une position personnelle de Raphaël Glucksmann. On pourrait avoir le sentiment inverse, qui est de dire, oui, mais c'est un débat donc ouvert à l'ensemble des auditeurs. Bon, moi, je respecte la position de Raphaël Glucksmann. Mais est-ce qu'à vouloir dénoncer la stratégie de Vincent Bolloré, vous ne faites pas son jeu? Et la démonstration que c'est pas lui qui refuse d'inviter la gauche, mais c'est la gauche qui refuse les invitations du groupe Bolloré. C'est un sujet, je vous le concède, mais bon, Raphaël Glucksmann est notre tête de liste. Il est le premier concerné. Il est venu sur votre chaîne, Public Sénat, et je crois que sa prestation a été très appréciée, et je m'en félicite, parce que c'est un bon candidat qui porte une bonne liste et qui porte surtout un bon programme pour les européennes. Lui, au moins, il parle des européennes, pas comme d'autres partis politiques qui sont candidats à cette élection. À commencer par la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon qui dit ces élections européennes, l'élection européenne de 2024 prépare l'élection présidentielle de 2027. Oui, vous partagez ça? Il veut enjamber l'élection. Tout le monde sait que le score de Manon Aubry, la tête de liste, sera un score, je dirais, médiocre par rapport aux ambitions nationales de LFI. Donc on nationalise ce débat, ce qui est totalement dommage, parce que je pense que les Européennes sont un enjeu majeur. Quand on voit, on en parlait tout à l'heure de la crise en Ukraine, quand on voit les problèmes d'accords internationaux dont on a aussi parlé, l'Europe est indispensable aujourd'hui. Et M. Mélenchon n'aime pas l'Europe. Il n'aime pas les socialistes, comme il l'a dit il y a quelque temps, mais il n'aime pas non plus l'Europe. Il n'aime que lui-même. Et donc, voilà, il considère qu'il faut enjamber ce mauvais score potentiel aux élections européennes pour se préparer pour 2027. C'est tromper les Français, et c'est empêcher qu'un débat serein puisse s'instaurer sur la plus grande peut-être construction politique d'après-guerre, à savoir l'Union européenne. Mais il va même plus loin, il souhaite que les Français, les électeurs de gauche, punissent les autres partis, donc vous, les écologistes, d'avoir fait liste séparée pour l'échéance européenne. Oui, mais monsieur Mélenchon pense qu'il est l'alpha et l'oméga de la gauche. Autour du grand chêne qu'il est, rien ne doit pousser. Voilà, bon, c'est son avis. Mais M. Mélenchon ne durera pas tout le temps, comme tout homme politique, comme toute femme politique. Donc il y a eu un avant Mélenchon, il y aura un après Mélenchon. Mais l'après, il doit commencer quand ? L'histoire de la gauche ne s'arrête pas, M. Mélenchon. Il doit commencer quand, l'après Mélenchon ? Ah bah écoutez, pour moi, pour ce qui me concerne, ça fait bien longtemps qu'il a commencé. Donc il n'y a pas de sénateur LFI ici, vous le savez. Donc j'ai toujours dit que je n'ai jamais cru au fait que M. Mélenchon puisse amener la gauche au pouvoir. Et moi, j'ai envie que la gauche regouverne dans ce pays. Stéphane. Une précision, vous promettez la liste conduite par Manon Aubry à un score médiocre, je vous cite. Où est-ce que vous positionnerez celle conduite par Raphaël Glucksmann ? À quoi est-ce que vous vous attendez au soir du 9 juin ? Les sondages montrent qu'il est sur la 3e marche du podium. Ça se confirme, de sondage en sondage. Mais bon, oublions les sondages, les sondages, pas toujours on sait ce que ça veut dire, on peut commencer haut et finir bas. Exactement. J'ai un exemple C'était passé la dernière en 2022 pour la candidate que j'ai soutenue, que je salue, Anne Hidalgo. C'est comme ça, la vie politique, elle est parfois cruelle et injuste. À partir de là... Et vous, c'est la 3e marche du podium que vous... Oui, et moi je vais vous dire, j'espère que nous ferons un score à 2 chiffres. Voilà. Devant la majorité présidentielle, ou ça vous paraît inatteignable ? J'ai bien vu le dernier sondage qui vient de sortir chez votre confrère des Échos. La majorité présidentielle est à 20%. Elle est très loin de l'extrême droite, puisque quand vous cumulez les chiffres du RN, de Madame Le Pen, Madame Maréchal, pardon, confusion, ou de Dupont-Aignan, c'est la même ligne, on est à près de 40%. À près de 40%. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, la majorité présidentielle est quand même assez largement dans les choux. 20%, c'est pas mal. On serait très heureux pour ce qui nous concerne. Mais c'est la majorité présidentielle. Donc, à suivre, il y a encore 2 mois et demi de campagne active. Laissons les choses. Un dernier mot, Stéphane. Est-ce que le pari, c'est de faire en sorte que Raphaël Glucksmann rallie à son vote les électeurs de 2017, qui étaient socialistes ou de gauche, sympathisants de gauche, et qui ont choisi Emmanuel Macron en 2017 ? Est-ce que ça, c'est possible ? Est-ce que sa personnalité est de nature à réussir ça ? C'est une personnalité social-démocrate. Il s'en revendique, il a raison, et ce n'est pas des mots en l'air pour ce qui le concerne. Et je pense que l'alternance... Provoquer ce retour ? Moi, je suis favorable à ce que tous ceux qui ont pu être trompés
déçus, voire écœurés par les prises de position récentes et la ligne de droite, aujourd'hui très libérale, ultra-libérale du gouvernement, puissent revenir vers leurs fondamentaux. On peut se tromper dans la vie politique, mais persister dans son erreur est dommageable. Donc oui, bien sûr, revenez vers la social-démocratie qui a été la base de votre engagement politique. Merci beaucoup Patrick Kanner. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Stéphane, la ligne de Ouest France, c'est l'Ukraine. L'Ukraine est en mauvaise posture. Comment l'aider ? C'est la question à la une de votre journal. Merci beaucoup Stéphane. On passe au Club des Territoires.